Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Brian Fahey, président de Fahey Associés. Ça fait plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire sur l'hôpital Royal Victoria, la reconversion du patrimoine. J'ai avec moi aujourd'hui des invités de marque. Sophie Mays, directrice générale de la requalification du site du Royal Victoria pour la Société québécoise des infrastructures. J'ai également M. Pierre Major, directeur par intérim du nouveau projet du Royal Victoria. Également au panel, Martin Galarneau, associé chez TGTA. Et finalement, Claude Provencher, associé principal et cofondateur d'architectes et architecte chez Provencher-Roy. Donc aujourd'hui, on a un sujet très important pour Montréal, soit la requalification, le redéveloppement du site de l'hôpital Royal Victoria, un site emblématique à Montréal d'une superficie de 131 000 m², ou si on veut, de 13 hectares. Donc un site de grande envergure où on retrouve plusieurs bâtiments d'intérêt patrimoniaux et qui a été l'objet au fil des ans de plusieurs actions, ententes entre les parties prenantes et les instances gouvernementales, nommément la création de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, le pacte patrimonial du Mont-Royal avec ses 4 principes directeurs, plan de conservation du site du patrimoine du Mont-Royal, consensus numéro 31 de la table de concertation du Mont-Royal en 2011, les orientations contenues au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et finalement, l'énoncé d'intérêt patrimonial du site de l'hôpital Victoria. Donc, de toute évidence, quiconque intervient sur un site de cette envergure et avec l'ensemble de ces outils, ça interpelle énormément de parties prenantes. Et aujourd'hui, on est bien heureux d'accueillir, au dernier décompte, nous étions 175 invités à ce webinaire. Donc, on est vraiment heureux de vous accueillir tous et toutes. En tout temps, je veux quelques instructions avant de donner la parole à Sophie Mays. En tout temps, vous allez pouvoir envoyer des questions et nous allons pouvoir y répondre lors de la période de questions. Donc, on va commencer par la présentation de Sophie Mays et par la suite, vous pouvez voir à votre écran un bouton spécial qui s'appelle « Poser une question ». Grâce à ce bouton, nous allons pouvoir recevoir vos questions. Et si jamais vous avez des difficultés techniques, il y a également un autre bouton et nos assistants vont pouvoir vous aider à régler vos difficultés techniques sur vos appareils. Finalement, donc, on va commencer la présentation avec Sophie Mays qui va nous présenter les grandes lignes directrices du plan directeur qui est en cours d'élaboration par la SQI. Par la suite, je vais revenir à nos panélistes, Pierre Major, Martin Galarneau et Claude Provencher. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra commencer à interagir avec vous qui assistez au webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un échange avec tous et toutes, d'aller chercher vos idées, vos commentaires ou encore vos questions. Et dans la mesure du possible, nos panélistes vont tenter d'y répondre. Et si vous avez des personnes à qui, en particulier, vous voulez adresser vos questions ou vos commentaires, s'il vous plaît, l'indiquer dans vos questions. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Sophie Mays qui va nous faire une courte présentation du plan directeur, du processus du plan directeur pour la requalification de l'hôpital Royal Victoria. Sophie? Merci beaucoup, M. Fahey, pour ces mots d'introduction et merci beaucoup aux participants d'être présents en si grand nombre. Je pense que ça démontre bien l'importance du site du Royal Victoria pour l'ensemble de la collectivité. Donc, merci beaucoup à l'IDU de nous accueillir et de nous offrir cette opportunité, cette possibilité de présenter la démarche de travail de la Société québécoise des infrastructures
pour le projet de requalification du site du HRV. Donc, aujourd'hui, dans ma présentation, je vais parler brièvement de la SQI, qui on est, quel est notre mandat. Je vais présenter la propriété aussi. Et je vais enchaîner avec quelques mots là, sur la démarche de la société pour la revalorisation de ce site emblématique pour Montréal. Donc, je vais enchaîner avec ma présentation. Donc, suivant. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la SQI, donc la Société québécoise des infrastructures, nous sommes le bras immobilier du gouvernement du Québec. Nous dépendons donc du Conseil du Trésor. On a un ministre responsable qui est le ministre Dubé. Et c'est vraiment le Conseil des ministres et le gouvernement qui prend les décisions liées à l'ensemble de nos dossiers. Donc, la mission, la SQI, s'articule dans deux grands champs d'expertise, donc deux grands champs d'intervention, la gestion immobilière et la gestion de projet. Donc, en termes de gestion immobilière, on gère un parc immobilier d'à peu près 350 immeubles à travers le Québec, donc partout au Québec, dans lequel on loge les besoins des différents ministères et organismes. Et on a aussi près de 850 baux qu'on gère à travers le Québec. En termes de gestion de projet, on a aussi une grande expertise dans ce champ. Donc, on planifie, on réalise des grands projets qui répondent aux besoins gouvernementaux. Présentement, on a 90 projets qui sont en planification, qui représentent 8,6 milliards en investissement, puis on a une autre trentaine de projets qui sont à l'étude. Donc, juste pour votre auditoire, là, les projets dont on entend beaucoup parler dans les nouvelles, les maisons des aînés, les hôpitaux, certaines écoles sont tous sous gestion dans notre portefeuille. Donc, on a un portefeuille important, puis on a un donneur d'ouvrage important ici au Québec. Pour le projet qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui est la requalification du site de l'ancien hôpital Royal Victoria, notre mandat est un peu différent. Donc, c'est en quelque sorte un peu un changement de paradigme pour la société. Donc, on s'appuie évidemment sur nos champs de compétences, notre expertise, mais on a un mandat qui diffère un peu des mandats traditionnels de la société et on est dans une dynamique un peu différente. Donc, à la place de recevoir une commande gouvernementale, donc un besoin, par exemple, pour un nouveau CLSC auquel on doit répondre par le biais de la réalisation d'un projet, on nous cède un actif qui est vide ou partiellement vide, pour lequel il faut trouver une nouvelle vocation, en fait, pour lequel il faut donner une nouvelle vie. Donc, d'où le terme requalification. Donc, on nous demande de mettre en valeur et de programmer cet actif-là qui est en grande partie vide. Donc, comme vous le savez, en 2015, les activités du CUSUM ont déménagé au nouvel hôpital qui se trouve sur le site Glenn, à quelques exceptions près dont je vous parlerai plus tard. Et c'est en 2018 que le gouvernement a mandaté la Société québécoise des infrastructures pour s'occuper de la requalification de l'entièreté du site du Royal Victoria. Par le fait même, McGill a reçu la commande de poursuivre la planification d'un nouveau pavillon sur une portion du site. Et ça, je vous donnerai un peu plus de détails plus loin dans la présentation. Donc, il y a eu deux grands mandats qui ont été donnés en 2018. La requalification dont est chargée la SQI et la poursuite de la planification d'un nouveau pavillon pour l'Université McGill sur une portion du site. Donc, un instant, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le périmètre. Donc, la ligne rouge indique le périmètre du site de l'hôpital Royal Victoria. Donc, comme M. Fahey l'a mentionné tout à l'heure, il s'agit d'un site de près de 14 acres, de 14 hectares, donc à peu près 33 acres. Ça représente à peu près 13 terrains de football, là, pour ceux qui ont du mal à comprendre là, ce que ça représente en termes de superficie. Et on est vraiment encastré entre le parc du Mont-Royal et le campus de l'Université McGill. Donc, le périmètre là, du site au nord et à l'ouest
Nos voisins, notre voisin immédiat, c'est le Parc de Montréal. Et à l'est et au sud, c'est le campus de l'Université McGill. Donc, on voit sur l'écran les résidences de l'Université McGill, le stade Percival Molson, l'Institut de neurologie et la portion sud du campus centre-ville de l'Université McGill. Donc, on est vraiment à cheval sur les deux réalités, la réalité du centre-ville et la réalité de la montagne. En fait, le site est comme un trait d'union entre ces deux réalités-là. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant sur l'image, c'est vraiment la proximité des grands attraits du Parc de Montréal, donc la Croix et le Chalet. Et juste pour votre gouverne, le chemin Homestead est situé vraiment juste le long du périmètre nord du site. On ne le voit pas sur l'image parce que, bon, à cause de la canopée qui le cache, mais on est vraiment adjacent au chemin Homestead. Donc, on a à la fois la réalité du centre des affaires et du campus de McGill qui se prolonge vers le nord et la réalité de la montagne qui descend vers le sud. Je pense que le site doit tenir compte de ces deux grandes réalités-là. Prochaine diapo. Donc, on voit ici, on a une vue un peu plus rapprochée du site. Donc, on a affaire évidemment à un complexe hospitalier de style pavillonnaire, donc qui s'est développé sur plus de 100 ans. Donc, on a 17 pavillons sur le site, dont un pavillon, le pavillon U, qu'on voit à l'ouest, qui est un pavillon qui appartient à l'Université McGill, qui est en amphithéose sur le site et qui loge l'école de psychiatrie. Donc, parmi ces pavillons-là, les constructions les plus anciennes sont les constructions du secteur du Allen Memorial, donc l'ancienne Villa Ravenscrag dans le secteur ouest du site. Donc, cette villa-là, à l'origine, vous comprendrez qu'elle ne faisait pas partie de l'hôpital. C'était vraiment une résidence bourgeoise qui appartenait à un particulier, donc M. Allen. Et la villa a été construite entre 1861 et 1863 et loge encore aujourd'hui les activités du Allen Memorial, qui est l'Institut psychiatrique du CUSUM. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait encore certaines activités du CUSUM qui étaient présentes sur le site. C'est ces activités-là auxquelles je faisais référence. Donc, il s'agit des pavillons les plus anciens et le pavillon le plus récent, c'est le pavillon du Centenaire, donc qui est identifié avec la lettre C sur l'image et qui a été construit en 1993. Donc, le site s'est vraiment développé petit à petit sur plus de 100 ans. Donc, entre la mi-19e et la fin du 20e siècle. Donc, si on passe à la prochaine diapo. Donc, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, le secteur identifié en jaune, c'est le secteur qui est identifié comme étant alloué au nouveau pavillon de McGill, qui est un pavillon qui va être dédié au système de développement durable et aux politiques publiques. Donc ça, on a avec nous aujourd'hui M. Pierre Major, qui est le directeur exécutif intérim pour le projet de McGill et qui pourra répondre à vos questions là, si vous avez des questions plus détaillées sur cette portion-là du projet. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette portion du projet, c'est que ce n'est pas une faculté de McGill qui déménage sur le site, c'est vraiment des chercheurs de différentes facultés qui viennent collaborer sur le site, sur des enjeux liés au système de développement durable. Et c'est pour nous, la SQI, le premier occupant qui est connu pour le site. Donc, c'est vraiment le début, l'identification de la première future usager pour le projet de requalification du site et le plan directeur intègre le projet de nouveau pavillon de l'Université McGill, bien évidemment. Donc, je voulais vous parler brièvement des principes directeurs dont s'est dotée la SQI dans le cadre de la requalification du site. Donc, au tout début du processus, quand on a entamé la réflexion sur le plan directeur,
Le comité de direction de la SQI s'est penché sur des principes qui pourraient être l'assise de la vision future pour le site. Donc, c'est les principes que vous voyez à l'écran en ce moment. Bon, il s'agit d'une version abrégée, mais ces principes directeurs ont été articulés par notre comité de direction et approuvés par le cabinet de notre ministre et aussi par un comité d'experts qui nous conseille dans le projet de requalification, dont je parlerai un peu plus en détail, plus loin dans la présentation. Donc, dans un premier temps, le premier principe décrit en quelque sorte notre mandat, qui est la requalification du site, de prendre en charge la requalification du site par le biais d'un plan directeur, évidemment. Donc, ce qu'on souhaite, c'est réaliser un projet qui est dans l'intérêt public, donc le meilleur projet possible pour la collectivité. Mais bien évidemment, ce projet-là, il se fait en fonction des priorités gouvernementales et dans une perspective de gestion responsable des finances publiques. Donc, dans un deuxième temps, on reconnaît la valeur patrimoniale et emblématique du site. Nous sommes situés, comme M. Fahey l'a mentionné plus tôt, à l'intérieur du site patrimonial du Montréal, donc un site déclaré par un décret gouvernemental. Et on se doit d'être respectueux de ces valeurs patrimoniales-là, à la fois au niveau du cadre bâti, mais aussi du paysage. Donc, les deux aspects sont très importants. On a des immeubles de grande valeur, mais on a aussi un paysage qui est très important. Et d'ailleurs, on est voisin d'un parc conçu par M. Olmsted, donc on est très soucieux de cet aspect-là. Ensuite, contribuer à la réalisation des objectifs de protection des espaces verts du Montréal. Donc, bien évidemment, nous ne sommes pas situés à l'intérieur du parc du Montréal, mais nous sommes les voisins du parc du Montréal. Donc, nous souhaitons être respectueux de cette réalité-là. Ensuite, faciliter l'accès public au parc du Montréal. Donc, présentement, pour ceux qui connaissent bien le site et qui s'y sont promenés, on peut rentrer assez facilement sur le site et déambuler vers le parc du Montréal. C'est une réalité qu'on souhaiterait maintenir et peut-être même faciliter, bonifier l'accès au parc du Montréal. La ville jouit d'une servitude de passage sur le site, dans l'axe de la rue Université. Donc, on a vraiment des opportunités là, pour améliorer l'accessibilité au parc dans le cadre du projet. Donc, créer un pôle contribuant au rayonnement et au développement économique du Québec. Donc, on sait que l'hôpital, sur ses plus de 100 ans de vie, a vraiment contribué à la vie de la collectivité. Puis c'est quelque chose qu'on aimerait poursuivre dans le futur. Favoriser une multiplicité d'usages. Donc, on sait que les superficies construites sur le site sont importantes. Pour requalifier l'ensemble de ces immeubles-là, il va falloir probablement qu'on ait une complémentarité de différents usages. Donc, on souhaite que ces occupants-là, ces usages-là, jouissent de la proximité aux grands attraits à proximité du site, donc la proximité au centre-ville, la proximité à un pôle d'enseignement majeur, la proximité du Montréal, qui aussi s'intègre bien dans les bâtiments patrimoniaux qu'on possède sur le site. On s'inspire bien évidemment des principes du gouvernement en termes de développement durable et on engage les instances gouvernementales et municipales et les principales parties prenantes dans le processus d'élaboration du plan directeur. Ça, je vais vous en parler davantage là, par rapport à la démarche. Donc, sur la prochaine diapositive. Donc, je souhaitais vous parler brièvement de la démarche participative qu'on a mis en place qui accompagne le processus de réflexion sur la planification et la réalisation du plan directeur. Donc, la SQI s'est dotée d'une démarche participative qui a été conçue là, suite à une série de rencontres qu'on a tenues il y a à peu près 1 an avec des participants clés qui étaient des parties prenantes intéressées par le projet. On a d'ailleurs, dans le cadre de cette démarche-là, rencontré l'IDU et plusieurs autres parties prenantes pour bien comprendre leur intérêt pour le projet, mais aussi leurs attentes en termes de démarche participative. Donc, au terme de ces rencontres-là,
on a conçu une démarche dont l'objectif, c'est vraiment de mobiliser la communauté autour d'un projet rassembleur, de dégager des consensus, évidemment, d'obtenir l'appui des parties prenantes, mais aussi de stimuler l'émergence d'idées créatives. Puis la démarche s'articule en 4 grands points ou 4 grandes catégories d'intervention. Dans un premier temps, on a mis en place un comité d'experts internes qui nous conseille, nous, la SQDC. Ces gens-là siègent à titre indépendant et bénévole. Et leur rôle dans ce comité-là, c'est de nous conseiller tout au long du processus. Donc, il s'agit de Sylvie Guilbeault, qui est l'ancienne directrice des Amis de la Montagne, Dino Boumbarou, d'Héritage Montréal, que vous connaissez bien, de Marie Lessard, qui est professeure à la Faculté d'aménagement à l'Université de Montréal, et de Anne-Marie Adams, qui est professeure à l'Université McGill et qui est une grande experte sur le site du Royal Victoria et sur l'architecture hospitalière. Donc, on s'appuie beaucoup sur ces experts-là pour nous conseiller tout au long du processus. Ensuite, on a des grands partenaires dans le projet. Donc, McGill en est un. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'ils vont être les premiers occupants, mais la Ville de Montréal et le ministère de la Culture sont 2 autres grands partenaires dans ce projet-là parce que le plan directeur va donner suite à un changement réglementaire qui va être approuvé et adopté par la Ville. Donc, la Ville, le ministère de la Culture ont un rôle très important à jouer dans la réalisation de ce projet-là. Et donc, la Ville nous demande, dans le cadre du projet, de réaliser un plan directeur concerté, c'est-à-dire concerté avec les principaux partenaires qui sont la Ville et le ministère de la Culture, et bien évidemment, McGill participe à cette démarche-là. Donc, on a des rencontres régulières par le biais d'un comité de coordination avec l'ensemble de ces partenaires-là pour faire avancer le projet, mieux comprendre les attentes de la Ville et du ministère de la Culture. M. Fahey a mentionné plusieurs documents qui encadrent la planification de ces secteurs-là au début de la rencontre. Donc, vous comprenez que c'est un secteur assez complexe et où il y a beaucoup d'attentes. Ensuite de ça, on a des parties prenantes importantes dans le cadre du projet qui ont des intérêts directs liés au projet. Donc, on tente de multiplier les opportunités pour que ces parties prenantes-là soient informées, qu'ils puissent faire valoir leur point de vue et influencer le plan directeur. Donc, en novembre dernier, on a eu une première activité. C'était un forum sur le futur du site. Donc, c'était vraiment un atelier de réflexion, d'idéation sur le futur du site. On a accueilli une centaine de participants de toutes sortes de différents horizons. L'IDU était invité, plusieurs de vos membres étaient présents. Donc, pour confronter un peu les différentes idées pour le futur de ce site-là. Le forum a été précédé de visites du site, évidemment, parce qu'on ne peut pas vraiment facilement se prononcer sur ce site sans le comprendre. Donc, on a offert l'opportunité de visiter le site et on réalise aussi des séances d'information. Donc, on a offert aux principales parties prenantes intéressées par le projet la possibilité de s'adresser à leurs membres pour leur parler du projet, expliquer notre démarche. Donc, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui et qu'on a fait sur les dernières semaines avec plusieurs différents groupes. Donc, pour vraiment informer la communauté sur la démarche. Ensuite, on a une dernière cohorte au niveau des parties prenantes, qui est le grand public. Donc, on aurait souhaité ce printemps pouvoir publier des visites du site avec un plus grand auditoire, mais malheureusement, à cause de la situation qu'on vit présentement, ça n'a pas été possible, mais ce n'est que partie remise. On a aussi mis en ligne une page web qui décrit notre démarche, où on peut trouver aussi des informations sur les principaux documents qui encadrent la requalification du site. Donc, on pourra communiquer l'adresse de cette page web à l'IDU si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a énormément de documentation, de photos sur cette page. Et on souhaiterait éventuellement que la page web devienne un outil là, pour pouvoir échanger avec le public des phases ultérieures.
Après l'ensemble de cette démarche, évidemment, on aura dans un deuxième temps une consultation publique par le biais de l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, l'objectif de la démarche n'est aucunement de participer à une consultation publique. C'est vraiment plutôt d'engager un dialogue avec les parties prenantes en amont. Donc, justement, en termes du processus de cheminement du projet de requalification et plus précisément du plan directeur, on est assujetti à 2 niveaux d'approbation pour le projet de plan directeur, donc le palier gouvernemental et le palier municipal. Donc, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est vraiment une prise du temps avec les grandes étapes de cheminement. Donc, puisqu'on est un bras du gouvernement, donc c'est vraiment le gouvernement, en termes de promoteur public du projet, qui va se prononcer sur, par exemple, plusieurs enjeux comme le budget qui va être investi sur le projet, les échéanciers qu'on va mettre en place pour la réalisation du projet, la gouvernance du projet. Donc, tous ces aspects-là relèvent de l'autorité du gouvernement et c'est le gouvernement, par le biais du Conseil des ministres, qui va se prononcer. La SQI, on est régi par un mode de cheminement de nos grands projets qui est très structuré. Et donc, cet automne, on va déposer ce qui s'appelle un dossier d'opportunité au gouvernement avec des propositions de mode d'investissement dans le projet. Le plan directeur va être présenté. Et on espère avoir une orientation par rapport à ce dossier d'opportunité-là d'ici la fin de l'année. On souhaite, et c'est seulement une fois qu'on aura l'approbation gouvernement qu'on pourra procéder avec un dépôt formel d'un plan directeur auprès de la Ville de Montréal, qui, elle, a l'autorité de faire approuver ce plan directeur-là sous forme de changement réglementaire et en complément d'un accord de développement qui va accompagner le changement réglementaire. Donc, on est vraiment assujetti là, à l'approbation des 2 paliers de gouvernement sur des objets qui sont distincts, mais les 2 sont nécessaires pour faire avancer le projet. Donc, voilà. C'est lorsque le projet sera déposé formellement à la Ville, on espère en 2021, que la Ville va enclencher le processus de consultation publique auprès de l'autorité. Dernière diapositive. Donc, je voulais vous parler brièvement de l'événement du 22 novembre dernier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement qui est venu sur le site. Donc, une centaine de personnes de milieux vraiment très variés sont venus réfléchir avec nous, donc prêter de leur temps, prêter de leurs idées pour nous orienter par rapport au futur du site. Donc, il y a plusieurs différents types d'idées qui sont sorties. L'événement a duré une journée, mais on a souligné, les participants ont souligné de façon importante l'importance du legs pour les Montréalais de ce site-là. L'importance de réfléchir attentivement à son futur et de prendre le temps que ça prend là, pour mettre sur pied un projet qui est dans l'intérêt public et qui est le meilleur projet possible pour la collectivité. On nous a aussi dit qu'il faudrait éviter la notion de trop de patchwork sur le site, que c'est intéressant d'avoir une forme de cohérence, que le tout fonctionne comme un écosystème. Donc, quand l'hôpital était en fonction, il y avait évidemment des services dans l'hôpital, il y avait un CPE, il y avait des cafétérias, donc la notion qu'il y a des services sur ce site-là, parce que dans les faits, c'est spécifié quand même assez loin des pôles de services et on a aussi beaucoup parlé du paysage comme étant un lien possible. Donc, le paysage est un des aspects patrimoniaux très importants sur le site et on a parlé de l'importance du paysage. En termes des futurs occupants du site, les participants ont beaucoup parlé de la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres institutions d'enseignement sur le site
de recherche ou d'instituts sur le site. Donc, de créer un pôle dédié au savoir, à la vie, à la connaissance, à la santé. Donc, d'aller chercher d'autres occupants que McGill dans cette veine-là. On nous a aussi beaucoup parlé de la notion du cerveau comme étant une possible thématique pour orienter le futur du site. On sait qu'on a à côté du site l'institut neurologie, à l'intérieur du site, on a la neurologie santé. Donc, on nous a parlé de ces orientations-là possibles pour le site. Et on nous a aussi beaucoup parlé de l'importance du fonds de terrain, que le fonds de terrain reste de propriété publique dans ce site-là à cause de l'importance supérieure patrimoniale de la propriété. Donc, voilà, pour moi, d'ailleurs, le rapport de l'événement est disponible sur notre site web. Je souhaiterais le consulter plus en détail. Donc, ça clorait ma portion de la présentation. Merci pour votre patience. Je vais laisser M. Fahy réouvrir aux questions. Merci beaucoup, Sophie. Comme on peut voir, là, c'est une démarche très importante qui est entamée depuis déjà un certain temps. Alors, si des gens espéraient voir le plan directeur à l'écran aujourd'hui, on n'est pas encore rendu là. Toutefois, on a une belle opportunité, c'est de venir poser des questions, sensibiliser les gens à toute cette opération importante-là. Et donc, dans ce sens, l'occasion d'aujourd'hui est une belle opportunité pour tous les participants au webinaire de venir exprimer leur état d'âme ou leur questionnement sur le processus de planification qui est en cours. Je veux rappeler aux participants, là, aux 175 participants, là, que la période de questions est maintenant ouverte. Donc, comme je l'ai dit au tout début, vous pouvez poser des questions, vous pouvez identifier à qui vous voulez poser votre question. Dans le bas du cadre vidéo, il y a un bouton qui s'appelle « Poser une question ». Donc, on vous invite dès à présent à nous faire part de vos questions et qui pourraient s'adresser à une des personnes du panel ou à l'ensemble. Libre à vous de nous le faire savoir. Pour lancer le débat, pour lancer la discussion, Sophie, je t'interpelle tout de suite, tu as encore la parole, mais je m'en viens à vous, là, messieurs. Ne craignez rien, j'arrive à vous. Mais Sophie, tantôt tu parlais de la nécessité de protéger le patrimoine, les espaces verts, la qualité paysagère. Tous ces éléments-là font partie des principes directeurs qui vous gouvernent dans la planification du site de l'hôpital Royal Victoria. Vous savez qu'on est tous au courant qu'il y a un immense stationnement, des stationnements qui occupent le site de l'hôpital Royal Victoria, là, des 14 hectares environ de la propriété. Ces sites-là occupent environ de tout près de 4 hectares, donc c'est quand même des superficies importantes. Dans l'énoncé patrimonial, on parle de la capacité limite à prendre en compte, la capacité limite du site et du Mont-Royal. Comment cette capacité limite-là, comment vous travaillez, quels sont les éléments que vous prenez en compte pour être capable d'établir la capacité limite qu'on retrouve là, dans l'énoncé patrimonial de l'hôpital Royal Victoria? Sophie? Oui, est-ce que vous m'entendez? La notion de capacité limite de la montagne, c'est une notion qui a été établie par la Ville. Donc, je pense que ce serait mes collègues à la Ville qui seraient le plus aptes à vraiment répondre là, dans le détail à ce que ça veut dire. Mais c'est clair que le projet doit se faire dans le respect des valeurs, de l'ensemble des valeurs patrimoniales du site, donc celles construites et celles paysagères, et que c'est principalement un projet de requalification. Donc, de requalifier, de redonner vie aux espaces de l'hôpital qui sont vides en grande partie depuis 2015 et de mettre en valeur le site. Donc, la composante paysagère, donc les grands stationnements, les liens entre les différents pavillons. Donc, on souhaite mettre en valeur toutes les qualités du site, du paysage en fait,
et requalifier, trouver des nouveaux occupants qui peuvent tirer profit des qualités intrinsèques de ce site-là, qui est adjacent à une grande institution universitaire, adjacent au centre-ville, aussi adjacent au quartier, on n'en parle pas souvent, mais aux autres quartiers avoisinants, dont le plateau Mont-Royal. Donc, c'est vraiment dans une optique plus de requalification des bâtiments que le projet s'oriente et dans le respect de l'ensemble des documents de planification qui ont été rédigés, réalisés par la Ville et le ministère de la Culture. Parce que ces deux instances-là vont devoir se prononcer sur le projet pour l'approuver. Merci beaucoup, Sophie. Déjà, les questions arrivent, là, mais avant de passer à une question, peut-être un autre sujet. Dans la présentation, on parlait au niveau des principes directeurs là, de créer un pôle et un pôle important pour le Québec, mais également d'être capable d'avoir une multiplicité d'usages à même le site de l'hôpital Royal Victoria. Ma question s'adresse à toi, Martin. Comment cela t'interpelle, toi qui es dans le domaine du développement? Comment tu vois l'introduction d'usages et la création d'un pôle à même le site de l'hôpital Royal Victoria? D'abord, je voudrais remercier l'IDU d'avoir organisé ce webinaire-là. Parce que les sites là, tant du Royal Vic que de l'Hôtel-Dieu sont des sites emblématiques pour Montréal, localisés à des endroits très, très, très stratégiques. Puis je dirais peut-être encore plus le Royal Vic que l'Hôtel-Dieu, puisqu'il est installé à flanc de la montagne. Puis moi, je trouve ça désolant là, que ces espaces-là soient vacants, puis ils vont l'être encore un petit peu plus vite. Puis c'est pas une critique envers Sophie parce qu'elle vient de prendre le bébé, mais je pense que, petit commentaire éditorial, le gouvernement aurait dû commencer à se poser des questions un peu plus rapidement sur ce site-là. Une fois que j'ai dit ça, c'est sûr de dire là, qu'on veut que ce site-là devienne là, un pôle important qui va contribuer au développement de Montréal, puis qu'on dise que ça serait le fun d'avoir des trucs de sciences de la vie, etc. On peut pas être contre ça. Mais pour moi, le main driver de ce projet-là ne doit pas être une volonté de créer un pôle de développement économique. On est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un endroit iconique de Montréal, un des plus beaux endroits de Montréal. Je le connais bien, là, je vais à peu près 100 fois par année sur le Mont-Royal. C'est un lieu que je connais, que j'aime, puis tout ça. Et donc, que ça soit un pôle de développement ou pas, très honnêtement, moi, je m'en fous un petit peu. Ce que je veux, par contre, c'est que sur ce site-là, on fasse un projet qui soit beau, qui soit intéressant, qui va être ouvert sur la ville, tant vers l'est que vers le sud, vers le centre-ville. Fait qu'on doit créer, puis ça a été dit par plusieurs, là, créer des moyens de communication pour pouvoir linker ce site-là avec la ville, parce qu'en ce moment, il est comme un petit peu enclavé par des pins, par la montagne, puis tout ça. Fait qu'il faut vraiment trouver le moyen de l'ouvrir sur la ville. Puis l'ouvrir sur la ville, pour moi, c'est pas simplement en créant des liens physiques, en mettant un autobus électrique, un tramway ou faire des rues ou des sentiers. Bon, ça va être des éléments qui vont être importants, mais c'est beaucoup au niveau des usages. Il faut faire en sorte qu'on ait des usages qui va faire en sorte que ce site-là va être en vie 7 jours sur 7, puis je dirais, là, j'espère 18 heures par jour. Alors qu'on n'hésite pas à amener des restaurants, qu'on amène une mixité d'usage. Je sais que j'ai déjà lancé là, dans certains forums l'idée d'un hôtel qui a fait sursauter bien du monde, mais l'hôtel, pour moi, est un lieu semi-privé, semi-public, dans ce sens que tout le monde peut y aller, ça amène de la vie et, par ailleurs, ce sont des bâtiments extraordinaires puis ça va être assez coûteux les transformer. Alors, c'est pour ça que des usages comme ça pourraient être utiles. Puis ceci étant, je comprends très, très bien les prémices de base du développement, qu'il faut reverdir davantage,
qu'il ne faut pas développer au-delà du footprint actuel, qu'il faut préserver. Puis tout ça, je le comprends et j'y souscris totalement. Mais ça n'empêche pas qu'en même temps, on pourrait amener une mixité d'usage pour amener le monde là, pour amener que les Montréalais puissent facilement y accéder. Merci beaucoup, Martin. Une réponse comme celle-là suscite aussi d'autres questions d'elle-même, là. Mais on a déjà des questions des participants. Puis, avant de passer la parole à d'autres panélistes, j'aimerais peut-être là, vous répondre à certaines de ces questions-là, puis interpeller ceux à qui elles sont adressées. Dans un premier temps, on me demande quel est le rôle des panélistes aujourd'hui. On l'a dit dès le départ, le rôle de l'IDU avec la Société québécoise des infrastructures, c'est aujourd'hui d'être capable de susciter un débat, d'aller chercher les points de vue des parties prenantes. Et j'imagine que les 175 participants aujourd'hui, ce sont des gens intéressés. Et donc, dans ce sens-là, aujourd'hui est une belle occasion, une belle opportunité de vous entendre, d'entendre vos commentaires, de venir infléchir la réflexion qui est en cours. Donc, c'est le rôle de nos panélistes et mon rôle également d'aller essayer de faire dire des choses hors du cadre aujourd'hui, peut-être forcer la main pour essayer de forcer les idées à émerger aujourd'hui. Donc, première question qui a été posée par M. Louis-Philippe Frappier. Deuxième question ici de Louis-Philippe Mire de Interloge pour l'habitation communautaire. La question s'adresse à toi, Sophie. Quelle est l'orientation à ce qui a trait à l'habitation et quels sont les potentiels à cet égard? C'était une question qui brûlait mes lèvres avec lorsqu'on parle de multiplicité d'usages. Comment le résidentiel, l'habitation s'insère dans votre vision? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Quand on a tenu l'événement du 22 novembre dernier, il y a définitivement eu plusieurs points de vue qui ont été énoncés à cet égard. Il semblerait y avoir une forme de consensus préliminaire sur le fait qu'on ne souhaite pas, ou du moins la Corp qui était présente, on ne souhaite pas avoir de logements privés sur le site. Par contre, il semblerait y avoir une ouverture pour d'autres types de logements, peut-être de l'hébergement pour les chercheurs, peut-être du logement pour étudiants, peut-être d'autres types de logements à fonction plus communautaire. Mais c'est sûr qu'on est en mode de réflexion présentement. On est en mode de planification. Donc, c'est le genre de questions qu'on se pose présentement. Brian, est-ce que je peux enchaîner? Bien sûr. Je l'ai entendu aussi qu'on ne souhaitait pas de logement privé sur le site, puis tout ça, puis je comprends pourquoi, là, puis bon. Ceci étant, moi, je trouverais que ça serait le fun qu'on puisse casser un peu les moules. Alors, bon, première des choses, je souscris pas mal à l'idée de dire que le fonds de terrain devrait rester public, donc que ultimement, on peut y aller par bail amphithéotique ou droit de superficie ou peu importe, mais que ultimement, l'État demeure propriétaire du fonds de terrain. Je comprends ça. À partir de là, ça veut dire que des projets résidentiels de type condo, c'est pas mal exclu de la recette. Mais par contre, qu'on permette, en plus des logements abordables et sociaux, que l'on permette la construction de logements qui seraient loués au marché, m'apparaîtrait souhaitable, toujours dans le but de créer une certaine mixité. Puis l'autre chose aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire, là. Aller réhabiliter des bâtiments patrimoniaux, particulièrement sur le Mont-Royal, où il y a des contraintes supplémentaires qui sont imposées, sont des opérations qui sont excessivement coûteuses. On sait que les enveloppes budgétaires pour faire du logement social sont souvent quand même assez limitées, alors qu'on permette du logement privé marché en locatif
d'aller se construire sur ce site-là m'apparaîtrait tout à fait souhaitable, sans exclure rien d'autre, mais qu'au moins on puisse en permettre. J'aurais beaucoup discuté à dire ça va être juste du logement social, juste du logement abordable, puis le reste, out. Encore une fois, on parle de mixité. Une mixité, c'est toutes sortes de monde, toutes sortes de gens, toutes sortes de moyens. Et c'est comme ça, encore une fois, je reviens encore sur le fait de faire en sorte qu'on crée un milieu de vie qui soit le fun, qui soit trippant, puis que ça devienne un endroit là, fréquenté par différentes personnes. Merci, Martin. Un autre sujet là, qui est important, puis là, je m'adresse à Claude, notre architecte, panéliste aujourd'hui, qui a travaillé beaucoup sur la ville, sur plusieurs emplacements dans le centre-ville. On sait, le site de l'hôpital Royal Victoria, il est à la limite de notre centre-ville. Comment on travaille cette articulation, l'interface entre le centre-ville, le campus McGill, le Mont-Royal, la montagne? Comment on travaille cette relation-là entre la ville, la montagne et le pôle que l'on veut retravailler au niveau de l'hôpital Royal Victoria? Premièrement, je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas privatiser l'ensemble de ces sites-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de développement privé, mais définitivement que le fonds de terrain doit rester une propriété publique, au même titre que dans le port de Montréal, où le port de Montréal a été préservé pour le grand public. Maintenant, aussi, il faut considérer que juste au sud de Des-Pins, il y a beaucoup de bâtiments scientifiques qui ont été construits au fil des années par McGill. Et McGill a réalisé le pavillon Bellini, qui est un jet de pierre de ce site-là. Alors, moi, évidemment, le pavillon principal là, que Sophie a montré, qui va être converti pour une faculté ou un ensemble de facultés qui vont s'aménager là. On sait qu'autour de ces bâtiments-là, il y a certaines pièces qui vont devoir être abandonnées et qui vont libérer du terrain. Alors, il y a toujours la place pour faire un certain nombre d'interventions complémentaires, mais sans développer à outrance. Moi, j'ai l'impression qu'on doit maintenir au maximum les espaces verts et même convertir les stationnements, en fait, vraiment requalifier le site. Mais ça n'empêche pas qu'il reste un nombre important de bâtiments pour lesquels il va falloir trouver des usages, comme le Ross Memorial, l'Allen Memorial qui est occupé présentement, mais qu'un jour va probablement changer de fonction. Alors, il reste quand même beaucoup de bâtiments pour lesquels il y aurait des usages à trouver, soit des usages à caractère scientifique pour consolider le pôle scientifique de ce secteur-là de l'Université McGill. Ça serait ma première tendance. S'il y a des laboratoires qui cherchent à s'installer, à Montréal, il y en a plusieurs dans différents domaines qui pourraient trouver là une place super intéressante. Et pour ce qui est de la fonction résidentielle, j'irais mollo. Certainement pas dans la fonction résidentielle condo privé, parce que je pense que c'est un site qui est un site institutionnel, un des rares sites qui nous reste dans ce secteur-là. Et je pense que ce ne serait pas très habile de faire du condo. Par contre, comme disait Martin, du locatif, une certaine forme de locatif, ça peut être intéressant pour les logements étudiants, entre autres, qui manquent, et même aussi pour les enseignants et les chercheurs qui seraient éventuellement là. Mais l'expérience qu'on a eue dans le passé pour le logement social,
il y aurait là toute une discussion à faire avec les groupes de travail sur le logement social parce qu'on connaît leurs paramètres, leurs critères. Et c'est toujours difficile de composer, je ne dis pas impossible, mais de s'adapter dans des conditions de bâtiments existants. En général, on cherche des propriétés propres, indépendantes pour construire et disons que le résultat peut des fois être intéressant, mais des fois discutable. Mais pour revenir à la connexion avec le campus de McGill qui est au sud, c'est évident, je pense, que le passage de l'avenue des Pins avec le trafic énorme qu'on y retrouve est un bris, si vous voulez, dans la continuité. On pourrait imaginer une rue partagée où on a moins de véhicules qui passent, mais je ne sais pas si c'est réaliste. Alors, il faudrait peut-être envisager d'autres formules, peut-être une formule où on construit carrément sur l'avenue des Pins une terrasse, un lien naturel qui fait l'extension du campus au sud et vers le campus de McGill. C'est probablement quelque chose de coûteux, mais si on veut privilégier la circulation pédestre, naturel entre les deux, et aussi bicyclette et autres, peut-être qu'il va falloir envisager de faire une intervention un peu plus structurante pour permettre de faire cette liaison-là. Pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a là le terreau pour faire quelque chose de fantastique, mais on n'est pas obligé d'aller trop vite, mais prendre le temps de trouver les bonnes fonctions. Puis, il y a potentiellement du logement locatif qu'on pourrait aménager dans certains pavillons. Voilà. Je pense que c'est un peu ce que je pense. Là. Merci. Brian, peux-tu sauter là-dessus? Rapidement, parce que j'ai des questions qui rentrent, puis je vais interpeller, okay, mais vas-y, Martin. Puis Claude et moi, on se connaît très, très bien. Puis pour susciter un peu la discussion, je voudrais un peu l'interpeller, là. Parce qu'on parle beaucoup de pôle institutionnel, de scientifiques, etc. Puis oui, ça peut être intéressant, mais moi, là, je veux désinstitutionnaliser cette affaire-là pour que ça devienne un lieu, je me répète, un lieu où les gens ont envie d'aller, de vivre 18 heures par jour, pas un endroit physique. Puis je prends souvent l'exemple du campus de l'Université McGill. Le campus de l'Université McGill, là, il est magnifique. Il est collé, là, t'es direct dans le centre-ville, t'es collé là, mais les gens, ça a vu Sherbrooke, passent devant le campus de l'Université McGill, mais ils ne rentrent pas. Ils ne vont pas. Ou très peu. Le citoyen moyen, là, montréalais, là, il ne rentre pas sur le... Alors, c'est là où je reviens avec ce que je disais tantôt. Il me semble que c'est important, en plus des lieux physiques qu'on va créer, qui sont bien, des liens physiques qu'on va créer, qui sont bien importants, il faut aussi avoir une diversité d'usages. Puis là, j'insiste, des restaurants, je dirais même des bars, puis pas une patente institutionnelle figée qui va être frette, puis où les Montréalais, je pense que ce qui est important, là, il faut que les Montréalais aillent là, pas juste les profs, pas juste les étudiants qui sont sur le campus de McGill, mais l'ensemble de la population montréalaise. Et pour que les gens y aillent, au-delà qu'il faut que ça soit beau, il faut qu'il y ait des activités qui vont attirer le monde là. Merci. Je pense que, si je peux ajouter, je ne suis pas en désaccord total avec ce que tu dis. Moi, ma seule crainte, c'est qu'on surcharge trop le site. Et en tout cas, s'il y avait du développement privé, du type résidentiel, je pense que ça mériterait vraiment un travail colossal d'intégration. Il faut vraiment que ça soit... Je suis très sensible à ça. Je suis un amoureux du Mont-Royal, je suis très sensible à ça, puis j'y souscris. Il y a là une qualité de bâtiment qui est vraiment magnifique et il faudrait vraiment pas tomber dans la banalité. Il faudrait maintenir la barre très haute. Bien, je saute sur le sujet, puis
ça rejoint une des questions là, qu'on a reçues de Sarto-Blouin, qui est adressée à Pierre. Puis, je vais aller à toi, Sophie, tout de suite après, mais on parle d'un lieu qui est détenu par le public, qui soit maintenu par l'entité publique. Mais Pierre, dans votre projet, on sait qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été l'objet de donations de familles importantes. Et la question de Sarto-Blouin est de savoir, est-ce que dans les conditions de ces legs, de ces donations-là qui ont été faites, est-ce que ça, c'est un élément, un frein au projet de conversion que McGill veut faire avec le bâtiment? On parle de santé, on parle d'éducation. Comment vous voyez ça de votre côté? Merci pour la question, mais en entrée de jeu, j'aimerais juste répondre à Martin. Là. Tout le monde est bienvenu à McGill. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits récemment, l'allée McTavish, maintenant récemment, puis je pense que, bon, malheureusement, les gens n'ont pas pu le voir à cause de la crise, là, mais l'entrée principale de McGill a été toute rénovée. Donc, on espère beaucoup que les gens vont se sentir invités, puis je pense que c'est dans les objectifs de McGill d'améliorer cette accessibilité-là. Et peut-être revenir sur un point de Claude de tout à l'heure. Là, je pense qu'avec la SQI, on travaille en étroite collaboration avec la Ville de Montréal sur les interventions qui seraient à faire sur l'avenue des Pins, sur la rue Université, parce qu'on pense qu'il y a une intervention à faire sur le domaine public pour avoir un succès là, pour ce projet-là. On est en train, nous aussi, d'étudier dans l'axe du pavillon Strathcona s'il n'y aurait pas possibilité d'un tunnel, mais définitivement sur le domaine public, l'intersection Dr. Penfield, Université Avenue des Pins, on pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Sur la question là, qui m'est posée, évidemment, toute la question de transfert de propriété, c'est vraiment géré par la SQI, mais peut-être juste donner notre opinion. Là. Nous, on pense que il y a une continuité intéressante avec le leg initial qui était pour les soins de la personne. Notre projet, nous, c'est pour les soins de la planète. Donc, on reste dans le même thème. Donc, on pense qu'il y a un bon alignement à ce niveau-là. C'est sûr que c'est une question importante, puis la SQI travaille là-dessus présentement. Merci, Pierre. Puis je continue avec... dans cette même lignée-là, sur la question de l'affectation publique, semi-publique, là, dans toute cette question-là de tenure publique, on en parlait tantôt, que ce soit par... si on détient, si le gouvernement conserve la propriété publique du fonds de terrain, ça veut dire que nécessairement, on va devoir procéder soit par amphithéose, soit par... bail d'usufruit, location de terrain, droit superficiel. Comment, c'est un peu dans cette lignée-là, Sophie, que vous entrevoyez le développement de l'hôpital Royal Victoria si on maintient le fonds de terrain public? C'est une bonne question, M. Fahey. Je pense que le mode de gouvernance du projet ou le mode de propriété va évidemment dépendre de qui sont les futurs, quel type de futurs occupants ou futurs usages on a. Je pense que ce qui est important à considérer dans cette question-là, c'est quels sont nos objectifs. Puis je pense qu'un des objectifs fondamentaux là, qui a été énoncé clairement lorsqu'on a tenu le forum, puis que plusieurs de des panélistes ont mentionné aussi, c'est l'importance de ce site-là au niveau patrimonial pour la collectivité et de l'importance qu'il reste, que le fonds de terrain reste public. Donc, je pense que ça, c'est une forme de consensus qui est en train de se mettre en place. Ultimement, c'est le gouvernement qui va en décider. C'est vraiment eux, par l'approbation du cheminement du projet, qui vont déterminer comment on va structurer la gouvernance du projet.
Et puis pour la suite, c'est sûr que la SQI a un mandat de loger les besoins des ministères et organismes. S'il n'y a pas de besoin de ministères et organismes qui sont compatibles avec les espaces qui sont disponibles sur le site, bien à ce moment-là, on va se tourner vers d'autres formes d'occupants ou d'usage. Puis là, il faudra réfléchir sur le meilleur mode de propriété à mettre en place, tout en maintenant l'objectif là, que la propriété reste d'intérêt public et qu'on veut réaliser sur ce site-là, évidemment, un projet qui est dans l'intérêt public. Donc, je pense que présentement, on est en mode réflexion. Aucune porte n'est fermée, mais on n'a pas encore déterminé là, de façon définitive là, quel est le mode de propriété éventuel qu'on choisirait. Puis évidemment, c'est le gouvernement qui reste décisionnel ultimement par rapport à la structure qu'on va mettre en place. Mais toutes les possibilités sont à l'étude. OK, mais restons dans le domaine public. Ça fait partie d'une des questions de Nadine Plot. Est-ce qu'il y a des organismes publics qui vous ont interpellé, qui vous ont approché? On pense à des écoles, espaces d'hébergement pour personnes âgées, maisons des aînés. Est-ce qu'il y a des organismes qui vous ont déjà interpellé comme étant intéressés d'avoir pignon sur rue, à même sur le site du Royal Vic? Bien, il y en a un dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est McGill, évidemment. C'est une université publique qui va être présente sur le site. Il y a d'autres possibilités qui nous ont évoquées de temps à autre. Et puis, à chaque fois qu'il y a une possibilité qui nous est évoquée, on l'étudie à savoir est-ce que c'est compatible avec la structure des bâtiments qui sont en place, est-ce que c'est compatible en termes de localisation aussi, parce que c'est sûr que la localisation du site est assez particulière. Donc, oui, on reçoit de façon assez régulière là, des demandes, puis on les étudie à savoir si c'est des fonctions qui sont propices pour le site. Mais allons un peu encore un petit peu plus loin parce qu'on parle des bâtiments, puis la question va s'adresser autant à Sophie qu'à Claude, parce qu'on parle de transformation, puis Pierre, sûrement tu en sais quelque chose, parce que tu vois les deux mains dedans aujourd'hui. La transformation de bâtiments patrimoniaux, c'est coûteux, c'est dispendieux. Est-ce que la SQI a un budget de conversion, de rénovation de ces bâtiments-là? Est-ce que l'objectif, c'est de faire de l'argent, c'est d'arriver à niveau? Parce qu'on comprend bien que la pire des choses qui pourrait arriver, c'est que les bâtiments demeurent vacants. La vacance des bâtiments comme ceux-là, c'est le plus grand danger. On le sait, tous les bâtiments patrimoniaux, c'est le danger qui les guette. Donc, est-ce que la SQI déjà commence à réfléchir à des budgets de conversion? Parce que transformer des bâtiments patrimoniaux, Claude, tu en sais quelque chose, de Pierre aussi, c'est coûteux. Présentement, on réalise un bilan de santé des immeubles et pour mieux comprendre effectivement ce qui est nécessaire pour remettre en état cet actif-là, le rendre apte à recevoir des nouveaux usagers, parce que on veut le remettre en état pour qu'ils puissent recevoir de futurs occupants. Et on essaie de mieux comprendre les investissements qui seraient requis pour ce faire et ensuite discuter avec le gouvernement ou proposer au gouvernement un plan de match pour cette remise en état-là. Ça fait partie des choses qu'on va soumettre au gouvernement dans le dossier d'opportunité qui va cheminer cet automne. Et Brian, je ne sais pas si je peux rajouter du côté de McGill. Nous aussi, là, on est à la réalisation de notre dossier d'opportunité. On suit le même échéancier que la SQI et nous aussi, on évalue les bâtiments patrimoniaux pour bien comprendre leur état puis s'assurer d'aller chercher le financement auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est notre bailleur de fonds là, dans le cadre de ce projet-là.
Et on doit bien expliquer les budgets associés à cette condition particulière-là. Donc, le travail est en cours présentement. Ça rejoint aussi, on reste dans le domaine de la finance, Milius financier de Montréal, Jean-Charles Langer, qui pose une question à Sophie. Je suppose que ça peut interpeller aussi Martin. La question, c'est que le produit résidentiel privé permettrait de mieux capitaliser le projet comme tel et d'avoir seulement des utilisations à faible contribution économique va augmenter le risque de non-réalisation des phases, de toutes les phases du projet. Alors, qui va être capable de construire, qui va avoir les moyens soit de construire ou même de louer des espaces qui vont être très coûteux à transformer? Bien, j'aime la question, puis aussi, je voulais répondre également à un commentaire que tu as fait, Brian, tantôt, concernant est-ce que, quand vous allez le mettre en vente, voulez-vous de l'argent, puis tout ça. Je l'ai dit d'entrée de jeu, là, cet endroit-là, c'est un bijou de Montréal. Et j'espère de tout cœur que quand la SQI va mettre sur le marché, s'ils en arrivent là, une partie du site pour réaliser des projets privés, puis qui invitent le privé, là, encore une fois, en tenure bail amphithéotique, puis tout ça, le fonds de terre reste au gouvernement du Québec, là, mais en tout cas, un appel de proposition pour des projets privés. J'espère que le prix ne sera pas un critère qui va être pris en considération. En fait, puis j'ai participé avec d'autres là à des grands sites iconiques à Montréal qui étaient mis en vente et on ne savait pas trop c'était quoi les critères, on ne savait pas trop quelle importance avait l'argent ou pas. La SQI, quand elle met en vente des propriétés, puis j'en ai acquis dans des concours, c'est seulement le prix qui compte. Alors, en fait, moi, ce que je proposerais pour le site du Royal Vic, on s'entend, pour le privé, là, ça serait juste une partie du site, là. Le gouvernement devrait indiquer un prix, puis by the way, le prix, là, c'est peut-être 0, ou peut-être même que le gouvernement devra faire un chèque parce que, encore une fois, des bâtiments patrimoniaux, c'est très, très complexe, mais en tout cas, que le prix soit seté par le gouvernement et après ça, qu'on établisse une série de critères qu'on souhaite avoir, puis critères qui vont être basés beaucoup en fonction des consultations publiques qui auront été faites et tout ça, et qu'après ça, on forme un jury et que ce soit le projet de plus de qualité, le plus intéressant qui remporte le concours et que l'aspect financier ne soit pas un élément qui soit pris en considération. Et puis je pense qu'effectivement, c'est un site il doit avoir un plan directeur puis tout ça, mais pour la réalisation de celui-ci, ce pourrait être différentes entités de façon à casser, à briser le risque et à permettre au plus grand nombre possible de personnes de pouvoir avoir accédé à ces projets-là. Autrement dit, il ne faudrait pas que ce soit uniquement les gens qui ont les poches très, très profondes là, qui puissent avoir la possibilité de réaliser des choses sur ce site-là. Voilà. Moi, ce que je dirais, Martin, il va y avoir possiblement un certain nombre de mètres carrés qui pourraient être convertis en unités résidentielles. Je fais la référence au Ross Memorial, puis je pense que c'est aussi l'ancien pavillon des femmes. Et ces transformations-là pour faire du résidentiel sont des transformations, comme tu l'as dit, qui sont extrêmement dispendieuses. C'est pas avec un budget ordinaire que tu peux faire ça. Ça demande beaucoup de transformation puis d'adaptation. Alors, l'équation va nous amener à des ventes avec des prix relativement élevés, donc pour une classe à part. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est pas bien. C'est sûr que d'avoir une certaine vie créée par les résidents, c'est très bien. Mais tu as raison, je ne sais pas à quelles conditions la SQI peut mettre ça
en vente, mais c'est une opération qui va être dans tous les cas de figure des bâtiments résiduels qui ne sont pas utilisés pour la faculté, pour l'université. Si ces bâtiments-là étaient convertis en résidence, il y a un support financier qui va devoir être fait par le gouvernement. C'est impossible de rendre ça abordable là, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse accéder à ça. Alors, c'est la seule nuance que je ferais parce que convertir ces bâtiments-là, c'est très, très dispendieux. Alors, maintenant, s'il y avait une fonction résidentielle, je pense qu'il devrait avoir une certaine masse critique pour que les gens soient confortables et en sécurité, parce que c'est un site qui est quand même à flanc de la montagne. Il y aura des étudiants qui vont fréquenter, mais ça demande probablement, au terme résidentiel, si c'était la volonté de développer du résidentiel, il faudra qu'il y ait une certaine masse critique, que ce soit un site vivant. Ouais. Et, j'ai un peu de réserve personnellement avec le résidentiel. Mais pour l'aspect sécurité, je reviens tout à l'heure à l'importance là, d'avoir des commerces, restaurants, etc. pour animer ce site-là, puis faire en sorte qu'il y ait toujours du trafic, qu'il y ait un passage. Puis je reviens encore, puis je sais que je vais me faire jeter des pierres par un paquet de monde, mais avec un usage hôtelier qui fait en sorte que ça anime ton lieu. Puis par ailleurs, on parle de centres de recherche. Bien, centres de recherche, tu as des chercheurs qui viennent de l'étranger. McGill, il y a souvent des gens d'étrangers qui viennent visiter, puis etc. Alors, puis peut-être revenir aussi, là, je vois que le temps file. Puis en fait, je suis content de voir que quand le gouvernement va être prêt à laisser possiblement aller une partie du site, je pense que ce que je comprends, c'est que le cadre réglementaire va être établi. Fait que là, encore là, pour un promoteur public ou privé, le fait qu'on connaisse les pourtours du cadre réglementaire, c'est bien important. De la même façon, il y a certainement des dépenses en infrastructure qui devront être faites. Il y a des parcs qui devront être créés, puis tout ça. Fait que tout ce cadre-là soit déterminé. Puis, idéalement, moi, je pense que c'est l'État qui devrait prendre ça à sa charge. Et tout ça a une valeur, tout ça se paye, mais que tout soit, autrement dit, là, quand on est prêt à dire, bon, il va y avoir tel usage-là, que tous les pourtours auront été déterminés, auront été faits. Bien, ça m'amène aussi à, dans votre revue là, que vous faites, Sophie, aussi, puis Claude le mentionnait tantôt au niveau de l'accessibilité au site, et on regarde le périmètre que vous avez, mais votre périmètre s'arrête aux infrastructures véhiculaires, n'englobe pas le réseau routier au périmètre du site, finalement. En quoi est-ce que dans votre programme de développement, la Ville de Montréal est interpellée? Parce que si on veut faire si on veut être capable de briser le mur de l'avenue des Pins pour être capable d'avoir du passage piéton nord-sud, compte tenu de tout le trafic est-ouest, comment vous interpellez la Ville de Montréal dans ce diagnostic-là, dans ce programme de redéveloppement-là? Est-ce que vous les intégrez dans le programme parce que vous allez nécessairement établir un programme d'investissement? Est-ce que vous allez faire un partage de qui devrait payer quoi et quelle responsabilité assumer dans tout cela? Merci pour la question. Donc, effectivement, on réfléchit beaucoup aux interfaces entre le site et le domaine public, donc autant du côté des rues publiques, qui sont la rue Université, l'avenue des Pins et le parc du Mont-Royal qui est de l'autre côté. Je pense que M. Provencher et mon collègue Pierre-Major de McGill en ont parlé brièvement. C'est sûr que l'avenue des Pins, c'est une frontière énorme là, à franchir pour les usagers, les piétons qui souhaitent se rendre au site. Et que nous, on réfléchit beaucoup là, à comment est-ce que cet axe-là pourrait être sécurisé. En fait, comment le rendre plus sécuritaire pour les transports actifs,
et plus convivial aussi. Parce que pour ceux qui se sont promenés sur l'avenue des Pins du côté nord, le trottoir, je pense qu'il fait moins qu'1,5 mètre. Là. La circulation on n'appelle pas ça un trottoir, est très rapide. Oui, non, c'est vraiment... Je veux dire, en plus, il y a des lampadaires dedans, là, donc ça fait moins qu'1,5 mètre là, pour cheminer. Donc, c'est sûr que dans le futur, ça ne pourra pas rester ainsi. Donc, je l'ai dit dans ma présentation, on a un comité de coordination conjoint avec nos collègues à la Ville et ils sont très au fait de la situation. Nous, on a proposé certaines mesures de sécurisation. On souhaiterait voir l'ajout de certains feux de circulation, particulièrement dans l'axe de l'avenue de Penfield. Donc, Penfield des Pins, là, il n'y a pas de feu de circulation à cet endroit-là. On ne peut pas traverser de façon particulièrement sécuritaire. Puis la distance entre le feu au coin Université et celui au coin Peel est très longue. Donc, il n'y a pas d'autres feux de circulation présentement. Donc, on souhaiterait vraiment travailler avec la Ville pour sécuriser les traverses et les trottoirs. Puis, il y a une belle ouverture de leur part. Il y a vraiment une belle ouverture. Il y a des travaux en souterrain qui ont été réalisés sur l'avenue des Pins il y a plusieurs années et la surface n'a pas encore été refaite. Donc, c'est le temps d'échanger avec eux pour tenter de bonifier l'aménagement. On souhaiterait aussi que la rue Université l'aménagement de la rue Université soit bonifié. Et on travaille évidemment aussi avec l'ASTM là, pour tout ce qui est accès en transport en commun au site. Donc, je pense qu'il y a définitivement lieu dans le contexte de notre projet, du nombre d'occupants qui vont venir de façon quotidienne sur le site, de bonifier l'offre en transport en commun en termes de volume, de passagers, disons-le comme ça, mais aussi de fréquence. Donc, plus fréquent et plus de volume. De ce côté-là aussi, à la STM, il y a vraiment une belle ouverture. Ils sont en train de repenser présentement tout le réseau de desserte en autobus sur le territoire à cause des nouveaux projets de transport en commun qui sont en réalisation. C'est un bon moment pour réfléchir avec eux là, sur comment bonifier l'offre en transport en commun vers le site. On sait que la station du REM s'en vient en bas de la côte. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de réseau haute fréquence là, qui ferait la navette vers le haut de la côte? Là, toutes les possibilités sont ouvertes. Puis je suis assez optimiste là, qu'on va trouver une belle solution pour desservir le site. Merci, Sophie. Pour répondre à la question par rapport au partage des responsabilités, ça aussi, on est en discussion avec la Ville. Merci. Juste sur l'ouverture du site, là, parce qu'on parle comme de la connexion avec le REM puis tout ça, on parle beaucoup de la connexion puis par des pimpes, etc. Ça serait le fun aussi si on pouvait ouvrir le site vers l'est. Puis je sais que ça a peu l'air, wow, par où tu vas passer, là, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été étudiées, puis il y aurait une possibilité, puis tu as un maudit paquet de monde, tout le secteur du parc Jeannance, puis ça, puis là, s'il se passe quelque chose aussi, ben, il va finir par se passer quelque chose avec l'Hôtel Dieu, là. Tu pourrais créer là, un axe là, qui amène de l'Est, aller vers le site du Royal Vic. Je pense que ça serait bien, bien important, encore une fois, pour redonner accès à ce site-là au Montréalais. C'est tout à fait pertinent. En fait, il y a l'axe de l'autobus à 80 le long de l'avenue du Parc qui donne accès, en fait, on le voit pas nécessairement dans les diapos que j'ai montrés, là, mais disons que l'accès entre l'avenue du Parc et le site est un accès, je pense, qu'on pourrait travailler effectivement. Puis il y a moins de dénivelé. Donc, quand on part de l'avenue du Parc pour se rendre vers le site, le dénivelé est moins important que quand on part du sud vers le nord. Donc, c'est quelque chose à explorer tout à fait. Une question qu'on a qui est adressée à Pierre de Maude Brochu. Dans votre analyse que vous faites actuellement, on parlait tantôt des coûts de transformation, là, et au-delà des coûts de transformation, la fonctionnalité des espaces à l'intérieur de bâtiments patrimoniaux, tous ces bâtiments-là ne se prêtent pas nécessairement à des grandes salles de cours, à des amphithéâtres, aux standards, aux laboratoires de recherche
avec les standards qu'on connaît aujourd'hui? Comment la fonctionnalité de ces bâtiments-là est prise en charge au moment où on se parle? C'est une excellente question. Puis comme la SQI aujourd'hui ne présente pas là, son plan directeur, McGill ne peut pas présenter là, la solution immobilière qu'elle va proposer. Je pense qu'on n'est pas dédouané pour le moment là, de présenter ce travail-là qui est en cours avec nos professionnels. Ceci étant dit, c'est clair que c'est un enjeu, c'est clair que c'est quelque chose que nos professionnels regardent. 70% de notre programme de 25 100 mètres carrés net ou 51 000 mètres carrés bruts de fonction, c'est des laboratoires. Et comme tu dis, les dégagements d'auteur avec les normes d'aujourd'hui sont plus grandes que ce qui est présent sur le site. Les besoins en mécanique, en électricité. On a aussi, en plus des laboratoires, des grandes salles de cours, un auditorium de 300, des auditoriums de 200 places. Donc, oui, tout à fait, c'est un défi. C'est sûr que j'aimerais bien vous exposer là, un peu le travail, mais ça sera plus tard qu'on pourra faire ça. Mais évidemment, c'est tenu en considération. C'est aussi un défi sur ce site-là. On a les bâtiments très importants, là, AEL. Il y a eu les bâtiments d'après-guerre qui sont derrière, qui sont venus combler des cours intérieurs qui étaient accessibles à un paquet d'autres constructions. Donc, tous ces éléments-là doivent être tenus en compte dans l'objectif là, de bien gérer cette notion-là de capacité limite, qui n'est pas juste la question d'implantation ou de superficie construite. Mais on a un défi dans notre projet de comment améliorer les espaces verts sur ce petit secteur-là. Ben, en fait, nous, on a la cour d'honneur qui, en ce moment, est un stationnement. Donc, ça aussi, c'est un élément important à gérer. On a toute la notion des vues et de perméabilité. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte, puis éventuellement, on pourra venir là, répondre précisément comment tout ça a été adressé là, dans le projet qu'on va proposer. Merci, Pierre. Ce fut une question de Sébastien Allen. On l'a abordé un peu tantôt en parlant d'organismes publics qui vous auraient interpellé pour avoir pignon sur rue dans le projet. Là, on l'a vu au cours des derniers mois, dernières années, là, les commissions scolaires à la recherche de sites pour des écoles. Il y a une piscine sur le site, aujourd'hui fermée, abandonnée, mais bref, est-ce que toute la question de la possibilité d'avoir des établissements pour jeunes, des écoles pour des jeunes sur le site, c'est une possibilité qui est explorée par la SQI en ce moment? La notion d'une école sur le site, c'est pas nécessairement inintéressant, mais je pense qu'on revient un peu à la question précédente à laquelle Pierre vient de répondre, c'est la compatibilité des espaces pour des vocations de conversion. Donc, dans une vocation d'école, il y a des classes d'un certain gabarit qui sont nécessaires. C'est pas donné que les espaces à l'intérieur des immeubles patrimoniaux puissent être convertis en espaces de classe libres de colonnes. C'est aussi pas nécessairement donné qu'on a un emplacement sur le site où mettre un gymnase ou intégrer un gymnase dans une construction existante. C'est des fonctions qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la typologie des bâtiments qu'on a sur le site. Donc, quand on nous propose des différents types d'occupants ou d'usages tels que ceux-là, il faut vraiment qu'on se penche sur la compatibilité de des besoins de ces fonctions-là par rapport à la typologie des bâtiments qu'on a sur le site. OK. Une dernière question là, qui nous vient de l'assistance, là, puis je le répète là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, là, 175 personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Donc, c'est un vif succès. Puis, je pense que ça démontre très bien l'importance que ça reflète pour les gens concernés et interpellés que le Mont-Royal et le Royal-Vic. Une dernière question pour toi, Sophie. Là, on parle de quel échéancier, quel horizon de réalisation du projet, dans le sens que vous allez déposer un plan directeur, des modifications réglementaires vont se faire, mais sur quel horizon vous estimez réaliser le redéveloppement du Royal-Vic? Vous le regardez sur quel horizon? 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est une bonne question. Donc, c'est un projet, c'est un réel projet, grand projet urbain. Donc, c'est sûr que ces projets-là se réalisent sur plusieurs années. Donc, je pense que Pierre pourrait répondre pour le volet du pavillon de McGill. C'est quand même plusieurs années avant l'ouverture de ce pavillon-là. Puis je pense que pour les autres portions du site, on est dans les mêmes échelles. La réalisation de ce projet-là va s'échelonner sur 10, 15, voire 20 ans. On a encore un locataire qui est présent sur le site, le Allen Memorial. Donc, les travaux qu'on peut peut-être débuter pour le reste du site, puis les recherches de nouveaux occupants pour le Allen, c'est pas pour tout de suite parce que la fonction hospitalière va rester encore plusieurs années. Donc, c'est un projet qui va vraiment se réaliser en étapes. Alors, aujourd'hui, on connaît le premier occupant. On sait qu'on va faire adopter un plan directeur, on espère là, à l'intérieur des prochains 18 à 24 mois. Puis on va pouvoir enclencher les travaux de remise en état là, qui vont permettre de préparer le site à l'accueil de nouveaux occupants par la suite. Mais c'est certain que c'est un projet qui s'échelonne sur plusieurs années. On le voit dans d'autres projets similaires comme le campus Outremont ou qui s'appelle maintenant le campus 1000. C'est des projets de grande envergure qui se réalisent sur plusieurs années. Bien, un gros merci. Je vois l'heure, 14h28. On avait prévu qu'à 14h30, là, on terminerait le webinaire. Je voudrais, dans un premier temps, là, remercier l'IDU d'avoir mis en place un webinaire sur un sujet aussi important. Je te remercie, Sophie, d'avoir participé, d'avoir pu communiquer votre vision, là où vous en êtes rendu et vos grands principes directeurs qui vous gouvernent dans la planification de ce plan directeur-là. Nos panélistes, Martin Galardneau, Claude Provencher, Pierre Major, merci à vous. Je pense que vous avez amené des sujets. On a réussi, comme dit l'expression en anglais, rock the boat, à tout le moins, de brasser certaines idées et en espérant que ces idées-là pourraient germer et amener des avenues de redéveloppement que vous pourrez prendre en considération, Sophie, dans votre plan directeur. Donc, un merci à tout le monde encore. Merci à nos 175 participants. Une belle collaboration, de belles questions très pertinentes, très précises. Donc, merci à tous. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que quelqu'un aimerait s'exprimer avant qu'on termine le webinaire? Habituellement, quand on participe à des affaires comme ça, ils nous donnent un petit cadeau après. Je n'ai pas de messager qui est arrivé encore. Et moi, je voudrais remercier l'ensemble des participants pour l'intérêt qu'ils portent pour ce projet-là. Là, on tente de réaliser un projet qui va être dans l'intérêt public, qui va être le meilleur projet possible pour la collectivité. Donc, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a tant d'intérêt pour ce projet-là. Ouais, du côté de McGill, oui. En fait, moi, je suis pas en désaccord de convertir le Ross Memorial en hôtel parce que c'est un magnifique bâtiment. Il faut trouver celui qui va avoir assez de courage pour le faire. Pierre? Puis du côté de McGill, on est très heureux là, de pouvoir aller de l'avant. Là, puis on veut que l'échéancier soit maintenu puis qu'on puisse
aller de l'avant puis participer à la transformation là, de ce site emblématique-là. C'est vous qui allez établir la barre, là, Pierre, là, hein? Voir si la barre va être haute ou pas, là. C'est dans votre cours, ça, là. Fait que je te relance le défi, Pierre. C'est ça. Puis McGill célèbre son 200e anniversaire l'année prochaine. Donc, pour nous, ça serait une belle occasion là, de venir concrétiser là, notre présence puis la continuité de l'Université McGill dans ce secteur névralgique de la ville. Alors, merci encore à nos panélistes, à notre invité, Sophie Weiss. Alors, merci encore, puis une bonne journée à tout le monde. Merci à nos participants et merci à l'IDU. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci.